Bonjour et bienvenue dans la saison 4 de Sacré Numéro, le podcast de l'Énéagramme. Je suis Camille Ganet et pour cette saison, j'avais envie de vous aider à trouver votre profil Énéagramme. Pour ce faire, je vais recevoir des personnes qui ne connaissent pas encore leur profil et vont essayer de le trouver derrière mon micro. Alors ce n'est pas réellement comme une séance d'accompagnement, mais plus comme un exercice de style pour vous montrer comment le questionnement peut vous aider à trouver votre énéatype. On ne va donc pas faire comme une séance de psy, c'est-à-dire comment travailler votre profil, l'explorer en profondeur ou aller explorer votre histoire. L'objectif ici est vraiment de vous outiller de quelques questions et explications qui pourraient vous aider et aujourd'hui aider possiblement William à trouver son profil. Il faut plus le voir comme un premier pas, enfin pour William, comme un 8 millième pas de cheminement personnel et en espérant que cet épisode vous éclairera. Belle écoute. Salut. 8 millième, c'est dur à dire en plus. Ouais. J'ai peut-être exagéré, mais en même temps. En même temps, ça fait mon premier contact avec le développement personnel. Je pense très sincèrement que j'avais même pas de scooter. Ah ouais, à ce point ? Ma mère a été formée à la PNL. Et j'avais parfois du mal à retenir les trucs, donc elle me faisait des ancrages pour travailler comme ça. Mais à l'époque, je savais pas ce que c'était. Pour moi, c'était là. Et voilà. Et c'est rétrospectivement, quand à la fac, je stressais trop pour les examens, que je me suis réellement mis à la PNL. Ok. Et aussi pour trouver des stages, parce que j'étais très nul en entretien. J'ai lu un bouquin je l'ai regardé, je dis putain, je l'ai passé à ma mère, elle m'a dit mais c'est entièrement de la PNL, c'est juste que c'est pas le nom, le bouquin c'est Convaincre en 2 minutes de Nicolas Boothman, où dedans t'as toutes les stratégies de pacing et leading, enfin donc de synchronisation, toutes les stratégies de posture, de trucs comme ça, d'utilisation du même vocabulaire que les autres, enfin tout ce que tu retrouves dans la PNL dans ce bouquin. Donc oui, ça fait un moment. J'ai fait plein de trucs depuis, mais ouais, le premier, je te dis, j'étais tout minot. Ouais. C'est fou. Bah ouais. J'adore. C'est des outils. Bah ouais. Enfin, comme l'énéagramme, comme d'autres trucs, c'est des portes d'entrée vers toi. Et ce qui est rigolo, c'est d'arriver à les franchir sans se mettre de pression, sans se mettre d'engagement, mais plutôt avec l'envie de dire, bah tiens, et en regardant par là, comment je fonctionne et comment je peux éventuellement aller vers un fonctionnement qui me ressemble le plus. Alors, du coup, c'est bien que tu le poses, comme ça aussi, on a un petit préambule. Si des personnes t'écoutent et se disent « Waouh, mais en fait, il se connaît bien » ou l'analyse, parce que bon, on l'a pas encore faite, mais je pense que ton analyse va être assez juste, a priori, assez rapide aussi, c'est que c'est ton métier aussi. Donc, possiblement, toi, tu découvres pas... les modèles justement de personnalité, tu as déjà cheminé, tu as déjà fait des choses et donc ça va aussi t'aider, ça va être plus rapide je pense pour toi à trouver ton profil. Alors moi je pars du principe qu'on a tous des angles morts. Ouais. Voilà. Alors il y en a dont on suppose l'existence. Ouais. Et puis à certains moments on marche sur une mine, on s'en aperçoit pas. J'ai pas d'autres mots, d'autres images que ça, tu vois. Et je pars du principe que c'est pas parce que, par exemple, moi je suis formé à la PNL, je suis formé à l'intelligence émotionnelle, à l'hypnose, j'ai fait plein de trucs. Après, ça fait 10 ans que je suis... c'est ton job. C'est mon job, ça fait 10 ans que je suis coach, que je pratique le coaching avec des clients et je suis mon premier client, clairement. Je fais partie de ceux qui pratiquent ce qu'ils prêchent. Il y en a. Il y en a. Il faut les trouver. Mais globalement, c'est aussi ça, en fait, le jeu aujourd'hui. Quand tu as proposé ça, je me suis dit, trop bien, parce que déjà, on va avoir une discussion tous les deux, ce qui est finalement relativement rare, parce qu'on se suit, on s'échange sur Insta, tout ça, mais on discute peu. Et ensuite, je me suis dit, une nouvelle porte d'entrée. Il faut comprendre que tout ce qui est test de personnalité, certains vont te dire que pour eux, c'est une vérité. Ça les regarde. Pour moi, c'est une porte d'entrée vers qui tu es, qui te permet parfois d'accéder à des infos où il faudrait que tu creuses longtemps par d'autres chemins. Je le vois clair. comme ça. Tu vas peut-être me dire, oui, mais l'énéagramme, c'est différent. Et volontiers, raconte-moi l'énéagramme, parce que j'en connais. On avait fait un épisode ensemble il y a longtemps. Je crois que c'était pendant le confinement.
Ouais. Mais peut-être que tu vas me dire que finalement, sur l'énéagramme, ça fonctionne un peu différemment, ou pas. Je sais pas, est-ce que c'est une porte d'entrée? Est-ce que c'est pour toi quelque chose qui se vérifie à chaque fois sur les profils, sur les énéatypes et tout ça? Est-ce que tu as une foi absolue en l'énéagramme? Alors du coup, je te pose des questions qui sont... Ouais, c'est intéressant. J'ai une foi absolue en l'énéagramme, oui. C'est un modèle, en tout cas, dans tous les modèles, il y en a plein qui existent. Et c'est le modèle que j'ai choisi parce que c'est le modèle qui, pour moi, fonctionne le mieux. Mais aussi avec qui je suis comme accompagnante, en fait. C'est celui qui me parle le plus à moi. Donc, c'est pour ça que je l'utilise le plus. Voilà, ça veut pas dire que c'est le meilleur de tous les autres. En tout cas, moi, je suis à l'aise avec lui. Et en effet, il me permet de bien accompagner les personnes. Donc, c'est pour ça que je l'utilise. Après, on en a déjà parlé. Pour moi, l'idée, c'est pas d'enfermer des gens dans des cases, mais c'est une vraie porte d'entrée. J'aime vraiment cette image. L'énéagramme, c'est une porte d'entrée qui va te permettre de voir des choses que tu connais déjà. Donc, possiblement, ça va se vérifier avec toi, mais ça s'est vérifié avec d'autres personnes qui disaient « Ah bah tiens, ça, j'ai déjà commencé à le bosser. » Bah ouais, en fait, heureusement que t'as pas attendu de savoir que c'était ce profil-là pour y aller. Donc, je pense que ça met des mots sur des fonctionnements. Mais clairement, ça permet d'identifier une peur. Et cette peur-là, après, il faut la travailler. Enfin, je dis toujours, c'est bien de savoir son profil, mais en fait, ça sert à rien si tu le travailles pas, quoi. Donc, c'est vraiment ça. Ça te permet de peut-être définir mieux tes schémas et ta peur fondamentale. Par contre, comment après t'arrives à l'accueillir, à vivre avec, etc. Bon, bah ça s'appelle de l'accompagnement. Et c'est la deuxième étape du truc, quoi. Mais voilà, c'est plutôt ça. Moi, j'aime bien l'utiliser aussi au démarrage quand j'accompagne des gens, parce que ça me fait gagner, ça nous fait gagner un temps de dingue dans l'accompagnement qui est celui de mettre le doigt sur l'angle mort. De mettre le doigt sur les fonctionnements qu'on pourrait mettre des fois beaucoup plus de temps, alors que vu que là c'est écrit, il y a un support, ça aide en fait à se dire ouais, en fait c'est ça qui est en action chez moi, en sous-marin même des fois, et hop après on le travaille. Donc au lieu de passer je sais pas 5 séances sur une forme pas de diagnostic, mais quand même dans l'idée de pouvoir d'identification, de découverte, voilà, bah là on passe moins de temps là-dessus. Parce que ça va plus vite avec cet outil pour après avoir plus de temps d'accompagnement et de vraiment le transformer, quoi. Et toi, alors, tu connaissais pas... Enfin, on en avait déjà parlé, l'énéagramme, mais tu connaissais pas vraiment... Tu n'étais pas rentré à l'intérieur du modèle, pour le dire comme ça. C'est ça. Je n'étais pas rentré à l'intérieur du modèle pour 2 raisons. La première, c'est j'avais d'autres choses à explorer. Ouais. Et la deuxième... c'est que ça fait partie des modèles qui sont tellement... En fait, quand j'ai commencé à creuser, c'est un modèle relativement ouvert, en fait, pour moi, l'énéagramme. C'est-à-dire que tu as 9 profils et on te dit pas « tu vas te comporter comme ça ». On te dit « ton rapport au monde, il est conditionné a priori plutôt par ça ». Ouais. Et j'ai bien aimé et je me suis dit « ça, c'est tellement ouvert que si j'y vais, faut qu'il y ait quelqu'un qui m'accompagne, ou en tout cas qui m'aide à baliser le chemin, si tu veux. Tu me donnes un MBTI, par exemple, qui est un autre test de personnalité, une autre porte d'entrée. C'est tellement documenté, c'est tellement catégorisé, tu as 16 personnalités. Derrière, quand tu rajoutes tes préférences motrices, c'est tout un autre débat, tu en as encore un peu plus, mais globalement, le MBTI, qui a ses défauts, évidemment, c'est très balisé. L'énéagramme, beaucoup moins. Et du coup, je me suis dit, j'attends le moment où, comme dirait l'autre, l'occasion se présentera d'avoir quelqu'un qui répondra à mes questions au fil de l'eau. Voilà. Le moment est arrivé. Allez, c'est parti. Et oui, l'énéagramme, c'est pas ce qu'on appelle un modèle prédictif. Ouais. Du coup, c'est dur. Un modèle prédictif, en psycho, on appelle ça, ça prédit des comportements. Et le modèle ne prédit pas des comportements. Et parce qu'il mesure pas ça. Donc, on est plutôt sur, je sais pas quel mot faudrait dire, mais l'idée, c'est plutôt de voir un peu l'invisible, c'est ça, ce côté-là, de mettre en lumière des fonctionnements, mais sans pour autant prédire après, toi, ce que tu vas faire plus tard, ou ton comportement, si t'es introverti, extraverti, comment tu prends des décisions. En fait, tu peux être profil 1 et prendre des décisions sur tellement de choses, et avoir un profil du coup MBTI différent. Et c'est ça qui paraît justement tellement ouvert. Donc, pas si évident que ça.
Et c'est tant mieux, parce qu'en fait, à certains moments, l'abondance de choix, en fait, elle est paralysante. Ouais. Et ce que j'ai trouvé intéressant en lisant le livret, donc je ne sais pas si les gens savent que tu nous envoies un petit livret. Donc moi, j'ai reçu un petit livret avec marqué « Si tu as des questions, c'est normal » sur un post-it. J'ai trouvé ça génial parce que au moins, c'est un livret qui explique les différents profils, tu vois. Et à chaque fois, il n'y a pas de « voilà comment tu vis ». En fait, c'est plutôt « tiens, regarde, ça, c'est les choses qui vont biper sur ton radar ». Exactement. Ouais. Et j'ai trouvé ça très très cool. Alors, ce qui est déroutant, c'est que en fait, quand on regarde, moi je résonne particulièrement avec 3 profils. Ok, chouette. Mais je trouve des morceaux dans tous les autres. Ouais, ça c'est normal. Ce qui est marqué dans ton introduction, hein, voilà. Moi, je résonne beaucoup, en fait. À la première lecture, je me suis dit... j'ai lu le premier profil, je me suis dit, OK, je suis profil 1. J'ai lu le deuxième profil, non. Profil 3, je suis peut-être que je suis profil 3. Et après, j'ai lu le profil 8. Ouais. J'aime bien parce que tu dis, ouais. Non, si j'avais... Franchement, souvent, je le dis, alors, je peux pas deviner votre profil. Par contre, il y a des... Comment dire, des énergies, mais il y a vraiment quelque chose d'assez énergétique en vrai, en fonction des profils. Et il y en a qui se ressemblent plus que d'autres. Et les 3 que tu dis, c'est 3 qui peuvent avoir une énergie similaire. Donc ça m'étonne pas que tu te retrouves dans le 1, 3, 8, quoi. Voilà. Et en réfléchissant, en fait, ce qui a été déterminant, parce que du coup, je l'ai lu il y a 2-3 jours, j'ai laissé poser, j'ai relu hier soir. Ok. Wow. Non, mais tu m'invites, je fais ma part, hein, comme dirait l'autre. Et en fait, je me suis aperçu que si la situation d'enfance où, en gros, ayant été sur une situation sans pouvoir d'action, ça répond vachement au profil 8. Mais à côté, le profil 3... me parle énormément sur la peur. Ok. Et en fait, quand je réalise, quand j'ai réfléchi hier, tu vois, j'ai écrit tout un truc, parce que le livret est bien fait, donc j'ai pu prendre des notes dessus. Et en fait, pour moi, la peur que j'ai n'est pas nécessairement une peur de l'échec. Alors, on va très vite. Donc, profil 3, la peur, c'est l'échec. C'est ça. Voilà. Je me suis foiré. Je me foirais encore et c'est quelque chose que j'accepte. Parfois avec difficulté, mais je l'accepte. En revanche, il y a une phrase qui m'a globalement démarré. Voilà. C'est « Si on ne réalise rien, nous ne sommes personne ». Cette phrase-là, moi, je la lis à une pensée stoïcienne qui est « Quel sera ton héritage ?» Qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Et en fait, ça, c'est une question qui, par certains aspects, m'obsède. Alors, dans le bon sens du terme, clairement, dans un sens que je considère comme étant bon, plutôt, on va le dire comme ça. Parce que ce que j'aime à penser, c'est que ce que je partage en ligne, ce que je fais avec mes clients, car ça compte aussi, l'éducation que je transmets à mes enfants, l'exemple que je peux être pour certains potes d'équilibre vie pro vie perso, on en parlait avant de démarrer l'enregistrement, de rapport au travail et tout ça, pour moi, c'est un héritage que je laisse. Et c'est là où je te dis que le profil 3, quand je l'ai vu, j'ai fait ouais. Ok. Et après, je suis tombé sur... Donc le 1, ce qui joue, c'est que... belle-maman, elle me dit... elle me fait à manger... Ma belle-mère, ça fait 17 ans qu'on se connaît. À chaque fois qu'elle me fait un truc, elle me dit « Bon, alors, qu'est-ce qui manque ?» Et elle sait. Parce que ça a été un débat plusieurs fois, mais parce qu'elle cuisine très bien. Mais j'adore cuisiner aussi, et j'adore cuisiner avec elle, parce que c'est toujours rigolo. Moi, j'ai plutôt tendance à voir ce que j'ai dans les placards et à faire avec, et elle a tendance à faire des recettes. Deux portes d'entrée très différentes sur la cuisine. Et plusieurs fois, elle m'a fait dire ça. Elle dit, et si on rajoutait ça? Et si on mettait ça? Et maintenant, ça devient un jeu. Elle me dit, voilà, qu'est-ce que tu rajouterais? Voilà.
Et donc, c'est profil 1 de ce que j'ai perçu. Et en fait, derrière, j'ai vu profil 8. Je me dis, oui, en fait, il y a ça. Et là, je suis un peu les fesses entre 3 chaises. Okay. Plus entre le 3 et le 8 que... Enfin, le 1, je vois des morceaux, mais je vois pas un truc dominant, tu vois, dans cet énéatype-là. Par contre, entre le 8 et le 3, j'ai du mal à faire la différence. Parce que le 8, l'idée, c'est cette capacité à diriger, j'ai l'impression, ou à vouloir diriger. Après, il s'avère que, étant globalement peut-être pas anarchiste, mais au moins libertaire, j'ai plutôt envie de dire, dirigez-vous, mais regardez ce qu'on peut faire. Donc voilà, je suis là, avec tout ça. Je t'ai fait le débrief de ce que j'ai compris. Et, merci. Et là, moi, ma question, c'est, tu vois, là, j'arrive avec effectivement 3 tendances fortes. Ouais. Comment... qu'est-ce que j'en fais ? On en fait quoi maintenant ? C'est ça. Merci, c'est hyper intéressant comment tu as déroulé les choses. 1, 3, 8. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'entre le 1 et le 8, il y a quelque chose qui est similaire qui s'appelle la colère. Oui. Voilà. Donc si tu n'as... Voilà, déjà tu rigoles. Donc voilà, on est là-dessus. Parce que dans l'énéagramme, il y a en plus des 9 profils, il y a 3 centres. Alors, il y a en gros 3 centres qu'on retrouve, je trouve, ça c'est un fil rouge que je retrouve dans beaucoup de mes pratiques. C'est l'être humain, c'est pas que ça, mais tête, cœur, corps. Souvent on dit ça, et même dans l'accompagnement, c'est intéressant d'aller mobiliser les 3. Mais en fait, il y a 9 profils, 3 centres, donc 3, 3, 3. Et donc le profil 3, c'est un profil dit cœur, c'est-à-dire que c'est un profil dans lequel l'autre est très important, le regard de l'autre est très important, notamment. Et le profil 8 et 1, il y a le 9 aussi, voilà, 8 et 1, c'est un profil corps, centre instinctif, voilà, c'est le lien qu'ils font eux dans la théorie, centre instinctif, et donc il faut imaginer la colère comme un feu, tu vois, une flamme, un truc, voilà. Le 1, c'est un feu de gaz. Ça veut dire que dès qu'il voit une erreur, c'est très interne, c'est même invisible, et ça fait vraiment le... Donc, en fait, il a des micro-tensions comme ça toute la journée, le 1. Jusqu'à... En fait, il en a... parce que les autres, ce qu'ils font, c'est pas bien, grosso modo. Donc... Et à un moment donné, plus il fait ça, plus il rumine, plus il va s'enfermer là-dedans. Et à un moment donné, il va exploser. Okay. Le 8... On est toujours sur l'image de la flamme. C'est un brasier. Tu as l'idée ? Oui. Voilà. Donc, en fait, le 1 et le 8, d'ailleurs, ça fait vraiment sens avec comment chaque profil est. Le 1, il est dans le « je dois bien faire ». Donc, en fait, même s'il est dans de la colère, c'est pas bien de montrer sa colère. Il y a vraiment un truc autour de ça. Et donc, il est dans le cadre. Donc, c'est vraiment... il va, prendre sur lui. Après, il va s'énerver. Mais on est sur une colère assez rationnelle. Même quand il l'explique, ça fait mal, mais parce que c'est assez rationnel, justement. Le 8, il s'en fout un peu du regard des autres, voire même ça l'amuse. Il y a un vrai truc là-dessus. Et donc, sa colère, en fait, elle sort un peu brute. Il y a vraiment ce côté brut qu'il peut y avoir. Et c'est ça même sur beaucoup de ses émotions. Donc, il doit apprendre à... Notamment la colère, de mettre un peu d'eau là sur les brasiers. Donc, c'est typiquement, si on veut rentrer dans l'aspect du comportement, mais c'est le gars qui, quand il est au volant, si on lui fait un truc qui va pas, il vrille fort. Il est si vous lui mettez une pièce en politique, il pourra partir loin dans des débats pendant très très longtemps, juste parce que en fait, un de ses moteurs, c'est la révolte en fait. Il y a un peu ce truc-là, c'est-à-dire que... Et ce qui est intéressant dans le profil 8, c'est que c'est son moteur. Autant dans le profil 1, c'est pesant, autant le 8, il a besoin de ça, parce que le 8, un de ses moteurs, c'est aussi le rapport de force.
Donc il va se dire, sa paire de lunettes sur le monde, c'est dans la vie, il y a des forts et il y a des faibles. Ça, c'est pas présent ni chez le 3, ni chez le 1. Chez le 3, il va y avoir, dans la vie, il y a des gens bien, des gens de valeur, et des gens moins de valeur. Et il va vouloir rester à côté de ceux qui brillent, le 3. Voilà, il est attiré par la réussite, en fait. Il y a vraiment ce truc-là. Le 8, il peut très bien... il s'appelle le chef, mais en fait, il s'appelle aussi dans le modèle le protecteur. Donc, il a vraiment cette vision des forces et des faiblesses aussi internes chez les gens. Enfin, moi, je trouve ça assez beau. Il va pouvoir protéger quelqu'un qui voit comme faible et il va pouvoir aussi être pote avec quelqu'un qui voit comme fort. Enfin, voilà. Mais vraiment, sa paire de lunettes sur le monde, c'est ça. C'est pas la réussite, mais c'est vraiment la force et la faiblesse, du coup. Et donc, ça, c'est son moteur et ça se transmet notamment par l'action et l'action aussi par des choses qui le révoltent. Donc, la colère. Alors... en bon croyant dans les accompagnements, je me suis fait accompagner plusieurs fois. Ouais. Voilà. Et l'un des thèmes d'accompagnement, c'était la colère. Donc c'est pour ça que j'ai ri. Non pas parce que je sais qu'il y a un sujet colère. Alors ce qui est rigolo, c'est que du coup, si tu parles à des gens qui me connaissent depuis plus de 20 ans, ils diront que globalement, je suis né en colère. Mais pas en colère pour tout. C'est juste que tu vois, la notion d'injustice, typiquement, ça me démarre. Tu parlais de la politique. Très sincèrement, depuis la crise Covid, j'ai arrêté de suivre les informations parce que ça fait de moi une mauvaise personne de regarder les infos. Pas parce que parce que j'ai pas d'intérêt. En fait, j'adore la politique, j'adore réfléchir au monde et voir comment il est. En fait, quand je vois tout ça, ça me démarre et ça fait de moi, en fait, quelqu'un qui est beaucoup moins présent avec ses proches, parce que je suis en gros révolté. Et donc, c'est plus compatible avec qui j'ai envie d'être, en fait, cette manière de traiter l'information. Il faudrait que j'arrive à trouver des gens qui traitent l'information comme elle doit l'être, c'est-à-dire avec calme, avec impartialité et avec profondeur. Et je trouve pas. Donc du coup, je regarde pas. Donc j'ai ma femme qui me fait ma veille qui de temps en temps me dit t'es bien là? Ouais, regarde. Voilà. Et ouais. Regarde ci, regarde ça, est-ce que t'as le temps? Et clairement. Et elle adore l'information, ça la nourrit et c'est génial. Je me nourris d'autres informations, mais l'actu, tu vois. Et typiquement ce qui se passe, je continue à voter, enfin je reste un citoyen engagé dans la vie de ma cité et tout ça, mais par contre là, ce qui se passe en ce moment au niveau politique... C'est lunaire, ouais. Alors, c'est lunaire. Et comme disait un pote, ça me donne des envies de jerrycan et de briquet, quoi. Ouais, ok. Voilà, histoire d'aller faire bouger tout ça, quoi. Ouais. Voilà. Donc, de là à te dire que ma femme, je l'ai rencontrée sur une barricade, c'est pas loin de la vérité. Okay. Mais voilà. Et donc, oui, il y a cette notion de colère. En fait, quand tu parles de la colère du 1... Ouais. Donc le petit gaz que tu réprimes, ça c'est ma gestion de la colère plutôt avec mes enfants. Ouais. Parce que je vois ce qu'ils pourraient mieux faire, ça me gratte, mais c'est le cheminement de mes enfants, ça n'a pas à être le mien. Ouais. Donc jusqu'au moment où je dis écoute, là on pourrait faire juste ça, et j'en donne un. Voilà, je cherche à être sur un processus itératif et pas sur une liste de tout ce qui ne va pas. Voilà. Et le 8, en fait, typiquement, c'est ça qui fait que j'ai mon métier à l'heure actuelle. C'est-à-dire ? Je me suis retrouvé dans une situation managériale où, en gros, à l'époque, je bossais en communication. Et j'ai un DIRCOM qui m'a dit « T'es bon, tu sais réfléchir. Il te manque un peu de réseau, mais globalement, tu peux avoir ma place. » Je dis, cool. Il me dit, t'attendras d'avoir mon âge pour l'avoir. Je vois. Et là, j'ai dit, si j'ai ta place à ton âge, c'est un aveu d'échec. À partir de là, j'ai créé ma boîte. Ok. J'avais déjà en tête de créer ma boîte avant. Vous voyez la révolte, là? Elle est là, mais de ouf, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en gros, j'avais déjà en tête l'idée que créer ma boîte, c'était possible, notamment grâce au Startup Weekend, que tu connais. Ouais. Et que c'était beaucoup plus
facile d'accès que ce que je pensais. Mais là, me retrouver dans cette situation où globalement, en l'espace de quelques mois, donc j'ai eu ça, et j'ai eu une personne sur un recrutement, le DRH m'a dit « Vous avez fait peur à la DIRCOM ». Elle s'est sentie... Elle vous a senti presque trop à l'aise pour le poste, et donc elle s'est dit qu'il y a un moment où globalement vous alliez la challenger. Je me suis dit « Ok, donc en fait, j'ai pas à être médiocre parce que je travaille avec des médiocres. » Des forts et des faibles. Alors, je sais pas si c'est faible et si c'est fort. Oui. Ça, c'est dans la réalité de l'énéagramme. Mais... Oui. En fait, c'est juste que moi, je pars du principe que on a tous une liberté individuelle d'aller chercher ce qui nous chante. Je le dis comme ça, parce que ce qui nous chante, ça peut être la détente, comme ça peut être l'excellence, ça peut être le challenge, comme ça peut être la paix intérieure, et c'est OK. Mais juste, t'empêches pas les autres de le faire. Et là, voilà, là tu m'as démarré. Et là, en fait, je me suis retrouvé face à des gens qui m'empêchaient d'être qui je voulais. OK. Et donc j'ai dit, watch me, regarde-moi. Et j'ai recroisé notamment ce directeur. Et quelques années plus tard, et il bossait dans une start-up. Et ça se passait pas bien. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je crois que je suis trop vieux. Je lui ai dit, peut-être. Je suis parti. Parce qu'en fait, il y avait une partie de moi, j'avais rien d'autre à dire que ça. Son chemin, il l'avait fait. Il bossait dans une start-up sur la santé, dans un truc qui bougeait très vite, très fort, avec une 50aine d'années, et des usages, on parlait web, print et tout. Et lui, le virage, il a été forcé de le prendre, mais il a pris comme il a pu, quoi. Parce qu'en fait, ce qui lui avait permis d'avoir le poste dans lequel il me dirigeait était devenu son boulet. Donc moi, j'ai entendu ça, et le soir, je suis rentré chez moi, j'ai très bien dormi. Voilà, on sent qu'il y a une petite... Il y a un côté bien fait pour toi. Ouais, voilà, il y a un côté bien fait pour toi, et en même temps, j'avais pas besoin de ça pour bien vivre. C'est juste que à ce moment-là, tu vois, je me suis dit, en fait, tu as donné à cette personne beaucoup plus d'importance que ce qu'elle n'en méritait, et finalement, quand tu regardes derrière, il t'a servi. Il m'a servi. Ça a été le caillou qui m'a fait sortir d'une ornière. Très bien. Maintenant, c'est un caillou, quoi. Et là, par contre, on arrive sur la notion du 3, je crois. Laquelle? En fait, dans le 3, il y a eu un truc qui m'a fait bouger, tu vois, c'est la notion de réussite d'objectif et tout ça. Et je le lis là parce qu'en fait, là, l'objectif que j'ai vraiment réussi autour de cette interaction, c'est juste de voir que j'avais plus besoin de ce mythe fondateur personnel. Et pour moi, c'est une réussite. Parce que, tu veux, si tu discutes avec des entrepreneurs, t'as beaucoup d'entrepreneurs qui... Alors, entrepreneurs. On va faire un petit distinguo. Entrepreneurs qui visent à avoir une équipe, à créer un produit, ils ont tendance à vouloir casser un statu quo. Je sais pas si tu l'as vu, mais t'en as pas mal qui partent, particulièrement dans le monde de l'innovation, des startups, des trucs comme ça. Mais aussi, parfois, même dans le monde de la maçonnerie, t'as des gens qui disent non, c'est pas possible de faire un aussi mauvais boulot. Viens, on prend des meilleurs matériaux. Viens, on facture un tout petit peu plus, mais on prend le temps de bien bosser. On arrête d'être sous pression en permanence et tout ça. C'est un statu quo qui est challengé aussi. Et là, je me suis aperçu que, moi, le statu quo qui m'avait démarré, il n'existait plus. J'étais sorti de cette équation-là. Et ça, c'était une réussite. Et que la nouvelle réussite, c'était d'arriver à perdurer dans le modèle que j'avais créé. Modèle d'entreprise, ainsi de suite. Et donc, de créer des projets. C'est là où lui, t'es rigolo, mais qu'avec des personnes que j'estime, avec lesquelles je peux baisser la garde. Et oui. Parce que ça aussi, tu vois, je l'ai marqué, quand je pilote des projets, je le fais avec des personnes en qui j'ai confiance ou je le fais pas. Si j'ai pas 100% confiance avec la personne, je vais pas sur le projet. Je me suis assis sur des dizaines de milliers d'euros comme ça. Oui. Mais je préfère ça plutôt que de me demander par où ça va tomber. Voilà.
sachant que j'ai déjà testé le fait de participer à des projets sans être en position de leader. Ouais. C'était terrible. Bah ouais. Mais pas parce que la personne qui l'idée, là pour le coup, j'avais le numéro 1 qui démarrait fort. Là. Alors, je disais rien, et puis après, je faisais des correctifs en fait. C'était rigolo. À la fin, tous les membres de l'équipe m'ont dit « Mais pourquoi t'as pas voulu être en position de leader ?» Je dis « Parce qu'il faut que j'apprenne à ne pas l'être. » Ouais. Et c'était il y a plus de 10 ans. Et ça fait plus de 10 ans, et les copains, ça fait plus de 10 ans qu'ils m'en reparlent. Parce que du coup, par contre, sur cette équipe, c'est devenu des amis. Ouais. Et on monte des projets. Alors des projets un peu débiles, tu vois. On a fait une course de caisse à savon Red Bull ensemble. Trop bien. On a construit un pont géant. J'adore. Voilà. Ça, c'était un vrai projet rigolo, sans enjeu. Ouais. Et ça, typiquement, donc là, quand tu parles de ces types de projets-là, c'est les actions qui sont proposées pour le profil 3. Et ça ne m'étonne pas que tu y sois arrivé. Parce qu'en fait, le profil 3, alors je ne sais pas, mais dans tout ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que là, d'habitude, je prends des notes et tout, j'aurais dû prendre des notes pour aller creuser. Mais il y a quelque chose qui est très présent chez le 8. À la différence, en gros, le 1 et le 3, ils sont entrés dans le cadre, même émotionnellement parlant. Ils ont peu d'impact, c'est pas ça parce que c'est pas vrai, mais peu d'impact émotionnel dans le sens où ils peuvent en avoir, hein, mais en fait ils prennent tellement sur eux, ils peuvent tellement en fait s'empêcher d'être eux parce que soit ça permet d'être vu comme quelqu'un de bien et du coup je mets le costume du gendre idéal ou de voilà, soit je vais serrer des mains, je vais faire du blabla et j'adore ça et je vais le faire parce que ça me rapproche de mon objectif. Ça me coûte 0 énergie parce que en fait ça je sais le faire et ça me va bien de dire oui à l'un, oui à l'autre alors que je sais qu'en fait c'est non et que je peux mentir et que parce que c'est ça le 3. Hein. Ça peut être ça. Et le 8, clairement, il a du mal à faire semblant. Alors il va pouvoir forcément, si je prends on parle beaucoup du monde entrepreneurial, mais voilà, s'il faut à un moment donné aller serrer des mains, il va y aller, mais alors ça le fait rire d'y aller, quoi. C'est-à-dire qu'il va pas mettre des attentes, on va dire, dans ce truc-là, parce qu'il sait que... Est-ce que ton énéatype, il peut évoluer ? Non. Alors, parce qu'en fait, donc, après avoir découvert les Startup Weekend en tant que participant, j'en ai organisé. Ouais. J'étais Monsieur Startup Weekend. Ouais. C'est comme ça, moi, que je t'ai connu. Sur la région d'Aix-Marseille. Ouais. Et en fait, en gros, dans l'équipe, mon rôle, c'était d'être la figure publique. Ouais. Donc, d'aller serrer des mains. Oui. Donc, typiquement, profil 3, mais de ouf. À un détail près, c'est que derrière, il me fallait parfois plus de 2 heures pour redescendre après un gros événement. Parce que ça me chargeait. On va parler d'énergie, hein, voilà, mais ça me chargeait d'une énergie qui n'était pas la mienne, en fait. Et dire oui à l'un, oui à l'autre, alors qu'en fait c'est non, ça j'avais un peu plus de mal à le faire. Il y avait quelqu'un dans l'équipe qui s'en chargeait un peu mieux, c'était la personne qui s'occupait des partenariats, qui généralement était parfois avec moi, mais qui était parfois avec moi, et où en gros, moi, je rabattais, je disais aux gens, venez, genre viens dès ma bande, ça va être génial. Et j'allais entamer des discussions avec les partenaires, et derrière, c'est lui qui mettait en place les partenariats. Ouais. Et du coup, a priori, peut-être que lui, il est un peu plus 3 que moi. C'est ça. En revanche, le côté gendre idéal dont tu parlais, ouais. Je l'ai eu. J'ai très longtemps, en fait, j'ai cherché à avoir un fonctionnement qui était celui que je pensais être logique pour être intégré. Alors, pas nécessairement avec mes beaux-parents, mais littéralement au niveau socialisation, école, collège, lycée, début de fac. Où là, c'était, tiens, ça a l'air d'être le truc qu'on attend de moi. Ok, on va faire ça alors. Et en fait, c'était intéressant et inintéressant à la fois. Intéressant parce que très riche en expériences sociales, inintéressant parce que c'était pas des expériences que je voulais.
Et en fait, dernièrement, quand je dis dernièrement, j'ai 39 ans. Donc dernièrement, on va considérer que c'est les 15 dernières années à peu près. Ce qui s'est passé, c'est plutôt j'ai développé une capacité à piloter. Et à dire, j'y vais, seul s'il faut, mais j'y vais. Et là, c'est plus rigolo quand même. Oui. Voilà, ça me ressemble beaucoup plus. Et oui. si tu discutes avec des gens qui me connaissent depuis peu de temps, ils vont dire, mais Will, il sait ce qu'il veut. La plupart du temps, oui. Et quand je ne le sais pas, je suis déterminé à le découvrir en chemin, en fait. J'adore. Ouais. Mais par contre, si tu discutes avec, je pense notamment à une amie de fac, au début, on s'entendait pas du tout. C'est une copine de ma femme. Bon, maintenant, je suis parrain de sa fille, donc ça va mieux entre nous. Mais elle te dit, Will, c'est l'homme libre. Tu le mettras pas dans une case. Si tu le mets dans une case, tu l'éteins. Et oui. Et elle a pas tort. Et en même temps, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce profil 8, alors tu vois, tu disais, le deuxième nom, c'est quoi ? C'est le protecteur. Ouais, en fait, souvent, on l'appelle le chef. Dans son mauvais côté, on peut dire qu'il y a un côté un peu tyrannique parce que dans ses parts d'ombre, il peut vraiment aller là-dedans. Et en même temps, dans ses parts de lumière, c'est vraiment, pour moi, le 8, c'est la générosité. C'est-à-dire qu'avec ceux qu'il a décidé, son clan, c'est le chef de meute, en fait, aussi. Il y a vraiment ce côté-là. Quand il a décidé, en fait, c'est un peu on-off. C'est soit il donne, mais il donne tout. Soit il donne, mais soit il donne pas du tout, quoi. Genre, même pas, il fait même pas semblant parce que ça saoule, pas que ça à faire. Donc, voilà. Il peut même pousser, moi, j'ai déjà vu des 8 dire, je dis bonjour de l'heure, mais je vais même pas dire bonjour, c'est bon. Pas que ça à faire, dans le sens où, ça sert à quoi, là, de prendre du temps, de faire semblant, de faire machin, ça va le faire chez moi, lui, tout le monde le sait, c'est bon. Maintenant, je suis plutôt comme ça sur les trucs de networking. Avant, je considérais que c'était intéressant d'y aller. Quand j'ai vu le retour sur investissement, maintenant, si j'y vais, c'est pour voir soit des gens que j'apprécie vraiment, que je n'ai pas trop l'occasion de voir, soit c'est vraiment que j'ai rien de mieux à faire et que je me dis, tiens, peut-être que cette croyance-là, elle mérite d'être un peu testée, challengée à l'épreuve du réel. Bon, pour l'instant, voilà. Non, mais c'est le côté on parle très très prosaïquement, hein. On parle pendant des heures, j'ai du budget, on va bosser ensemble et tout, et puis tu rappelles le lendemain, personne te ghost, t'es là, tu dis ok, donc en fait c'est parce que t'avais bu un rosé de trop, tu t'es senti pousser des ailes, en fait. Ça sert à quoi? Et alors que je préfère vraiment les gens, moi ça m'est déjà arrivé d'approcher des entreprises en disant, là il y a une opportunité, est-ce que ça vous intéresse qu'on en parle? Je trouve ça vachement plus intéressant. C'est du cold, c'est vraiment, t'arrives à froid, tu te prends beaucoup de portes, mais quand ça marche, c'est génial. Parce que tout le monde c'est des unions qui se créent, quoi. C'est trop bien. Et ça, typiquement, tu vois, moi j'ai plus l'impression que chez toi, il y a quelque chose autour de... je vais me confronter. Genre, j'ai un angle mort, j'y vais. Je préfère aller prendre mon téléphone, appeler. J'ai beaucoup de portes, mais en même temps, quand ça marche trop bien, il y a vraiment ce truc d'aller contre, tu vois, genre d'aller contre pour recevoir. Il y a vraiment ce mouvement, je trouve, chez toi, que typiquement, un 3, il y va pas, là. C'est-à-dire que toi, c'est comme si t'allais à la bordure, tu sais, genre, regarder, dire, allez, je le tente. Et des fois, évidemment, tu as des échecs, c'est normal, mais en même temps, tu le dis en mode, voilà, le 3, il prend même pas le chemin pour y aller parce qu'il se dit, bah non, je vais échouer, donc je vais pas prendre mon téléphone si je sais pas si c'est oui ou non. Alors, typiquement, c'est pour ça que je te dis, est-ce qu'on peut changer d'énéatype ? C'est parce que ça, c'est des comportements que j'ai déjà eus. Oui. Et notamment, et moi, je le mettais plus sur le côté, alors, soit... Allez. Soit, effectivement, le côté aucune chance d'y arriver, donc pourquoi y aller ? Soit une surpréparation. Genre, si j'y vais, il faut que ce soit parfait, je connais la boîte, je sais comment s'appelle la personne à qui je dois parler, comment s'appelle son mec, ses chiens, enfin... Non. En fait, maintenant, j'y vais en disant, bon, bah voilà, j'ai pensé à ça vous concernant, ça vous dit ? Voilà. Et en fait, moi, je mets plus ça dans une démarche d'exploration. Alors, je ne sais pas s'il y a une tendance dans un des profils sur l'exploration et la découverte, mais en fait, moi, je m'amuse maintenant à ça. Je ne sais pas si c'est de la confrontation. À la rigueur, ce que je confronte le plus, c'est
c'est mes préconceptions, mes croyances, ça, hein. mes trucs comme ça. Mais parce que je considère que c'est ce qui me manque, peut-être une révolte, comme tu dirais, c'est ce qui manque le plus. C'est un moment, et ce qui manque le plus, et tu notes que je dis pas dans une situation, parce que je pense que c'est en général. Ouais. On a tous des filtres, tu parlais de lunettes tout à l'heure, ça c'est un truc de PNListe. Ça, c'est un truc de PNL, ça. Un truc de PNListe, ça, mais oui. Alors, les lunettes de la colère, les lunettes machin. Oui, mais les lunettes de c'est comme ça. En fait, c'est celles-là que moi, j'aime bien essayer d'enlever. En tout cas, les miennes. Et parfois, c'est ça qui est drôle, tu vois, c'est que avec ma femme, avec mes potes, avec mes gosses, on s'amuse à ça. J'ai certains potes avec qui, de temps en temps, on se challenge sur est-ce que c'est toujours vrai ? Est-ce que c'est toujours vrai que tu perds ton temps dans un truc de networking ? Bah viens, on va voir. Est-ce que c'est le mauvais réseau ? Est-ce que c'est nous qui sommes pas dans le bon mood ? Est-ce que c'est voilà. Donc on teste des nouveaux réseaux, alors les moods, bon, faut les travailler, tu vois, voilà. Ouais. Et typiquement avec les enfants, ce qu'on fait de temps en temps, c'est est-ce que donc mes enfants 5 et 8 ans. Ce qui est vrai pour l'enfant de 5 ans ne l'est peut-être plus pour celui de 8 ans. Et oui. Je prends par exemple des notions de prudence. Parce qu'à 8 ans, tu as une motricité qui est différente de celle d'un enfant de 5 ans, qui est celle d'un enfant de 3 ans. Donc est-ce que c'est toujours vrai ? Est-ce que c'est toujours vrai que, typiquement, pour moi c'est une question de progression, est-ce que c'est toujours vrai ? Parce que est-ce que c'est toujours vrai que tu as besoin de petites roulettes pour faire du vélo ? Est-ce que c'est toujours vrai que tu as besoin de tes brassards pour nager ? Typiquement, le grand, c'est plus vrai. Est-ce que ça veut dire qu'il sait parfaitement nager ? Non. Donc ça veut dire que grâce à cette question exploratoire, on trouve une zone grise sur laquelle on peut travailler. Et ça, je le fais avec mes clients. Ouais. Mes clients qui me disent « Ouais, mais ça marche pas. » Est-ce que c'est toujours vrai ? Est-ce que c'est toujours vrai que, typiquement, pour ton entreprise, cette manière de travailler, d'acquérir des nouveaux patients, clients et autres, c'est toujours vrai ? Parce que ce qui a marché à un moment peut ne plus marcher. Ça, c'est, je sais pas si tu connais ce livre de Marshall Goldsmith. Le titre anglais, c'est What Got You Here Won't Get You There. Donc, ce qui t'a amené ici ne t'amènera pas là-bas. Et en fait, moi, je trouve cette phrase géniale parce que elle fonctionne sur tout. En termes de matériel, tu vois, là, t'as deux appareils photo, 2 micros. Ça t'amène à un podcast qui te correspond. Mais est-ce que ce sera encore vrai dans 2 ans ? On verra. Et ça, c'est une question exploratoire. Ouais. Est-ce que c'est toujours vrai ? Voilà. Et pour moi, le côté dont tu parles, là, le 8, c'est aussi ça. C'est viens, on va voir si c'est toujours vrai. Ouais, c'est ce qu'on parle. Enfin, non, d'ailleurs, si je fais un parallèle, on a plusieurs types d'accompagnement parce qu'on est des personnes différentes. On va dire des typologies. Et il y a des personnes, on peut dire que leur accompagnement, il est un peu confrontant. C'est-à-dire, ils vont te mettre devant justement ces questions-là, ces questions un peu des fois devant les paradoxes. Alors que d'autres, ils vont être mal à l'aise par rapport à ça, ils vont plutôt l'amener par un autre moyen, mais ou pas du tout d'ailleurs, parce que c'est pas leur c'est pas ça leur façon d'accompagner. Mais du coup, je pense que toi, tu as cette question-là, c'est-à-dire que tu sais, tu te confrontes toi, tu peux même confronter, c'est incroyable de dire, je sais pas comment tu l'as amené, mais en tout cas à ton fils de se dire, est-ce qu'il y a toujours besoin des brassards ? On peut même faire, on peut faire un parallèle avec plein de choses de la vie de tous les jours, en fait. Est-ce que tu as toujours besoin de ça ? Est-ce que ça n'a pas bougé ? Donc j'imagine que toi, tu parlais d'angle mort, ça aussi, ça, t'as pas peur d'aller dans l'angle mort, quoi. En fait, alors il y a au moins 3 trucs. Alors, le premier truc, un de mes retours clients les plus mémorables, c'est un mec qui m'a dit, en fait, toi, quand on travaille avec toi, ce qu'on vit, c'est la bienveillance percutante. C'est-à-dire que tu nous accueilles, comme nous sommes, jusqu'au moment où tu vas nous mettre un coup de pied aux fesses pour qu'on devienne comme on veut être. Et ça, je trouve que c'est un très beau résumé de ma manière de travailler. Attention, ma manière. Oui, c'est ça. Parce que il y a beaucoup de manières d'accompagner les gens, et c'est pour ça que l'accompagnement, c'est vraiment individu dépendant. C'est clair.
et que j'encourage toutes les personnes qui veulent se faire accompagner à essayer, avant de s'embarquer sur 6 mois d'accompagnement. Et je suis le premier, j'ai un accompagnement sur 6 mois, mais je le vends à des personnes avec qui j'ai soit déjà travaillé, soit avec qui on fait au moins une séance plein pot. Parfois je la fais même pas payer, je m'en fous, c'est pas le sujet, mais au moins ils savent ce vers quoi ils vont, et il y en a qui me disent ouais, c'est pas ce que je recherche. Ok, mais au moins tu le sais. Est-ce que c'était ça? C'est pas ça. Allons-y. Ça, c'est le premier truc. Donc, tu vois, le côté confrontant de mon accompagnement, oui, parfois, je divise, quand je suis pressé, je divise le monde en 2 catégories d'accompagnants. Il y a ce que j'appelle les accompagnants roux-doudou et les accompagnants coup de pied aux fesses. Ouais. Les roux-doudou, je les adore parce que ce sont des personnes qui prennent le temps et qui respectent les sensibilités de chacun. Ouais. Et je trouve ça génial parce que, typiquement, c'est un accompagnement qui est très respectueux de ce qu'est la personne. C'est des gens qui, entre guillemets, tiennent la main. Clairement. Et j'adore ça. Et pour moi, les deux se valent. C'est clair. Voilà, j'essaie d'être très, très diplomate parce que c'est ce que je pense vraiment. Et après, il y a les accompagnements coup de pied aux fesses, où là, en fait, le respect, il est sur la personne, mais surtout sur ce qu'elle veut devenir, sur le projet d'être. Ouais. Tu vois, je sais pas si... Je vois bien, moi, mais c'est ce que tu peux voir d'elle en disant... Non, mais c'est sur sa demande. Quand t'as quelqu'un qui te dit « je veux... » Alors, oui, j'ai envie de changer ça, ou je viens pour... J'ai envie de changer ça. Ok, bon, on est dans la... Je suis dans ta team, on y va. Mais par contre, si on y va, c'est pas moi qui tracte et toi qui roule, qui est en roue libre derrière. On y va ensemble. Ouais. On est dans le Var. Je prends une expression, une idée d'Ovalie, mais dans la mêlée, il y a pas de poids mort. C'est tout le monde pousse. Ouais. Ben, c'est pareil. Et ça, par contre, c'est des temps de vie différents. Moi, je sais que moi qui suis très dans le coup de pied aux fesses, j'ai été accompagné par des coachs roux-doudou. Bah oui. C'était voyage en terre inconnue pour moi, clairement. Mais c'était génial. Et à côté, voilà. Donc ça, c'est le premier truc que tu disais. Le deuxième truc sur le côté brassard, tu sais, est-ce que c'est toujours vrai, tout ça? Comment on l'a amené? On l'a amené avec la notion qu'à certains moments, l'excès de sécurité nuisait à la progression. Mais pas dans le sens, il faut devenir... La 600 mois n'est pas d'accord. Non, je rigole. C'est pas vrai. Mais en vrai... Oui, je vois ce que tu veux dire, bien sûr. En fait, si tu veux, il y a certains moments, on met en place des dispositifs pour ne pas être en insécurité. Et c'est OK. C'est OK jusqu'au moment où ce dispositif devient encombrant. Bien sûr. Si on prend une plante, on lui met un tuteur pour qu'elle pousse droit. C'est OK. À un moment, quand tu finis avec un tronc épais de 10 cm, le tuteur, à qui il sert? Pas à la plante. Il sert plus à la personne qui a posé le tuteur pour se dire qu'elle a bien fait, qu'elle continue à bien faire les choses. Et dans ce cas-là, là, on a amené ça comme ça. On a amené ça sur un enfant qui voulait évoluer différemment dans l'eau et qui était encombré par la sécurité. On a mis en place une autre sécurité, qui est la présence parentale, tout ça. Non, il n'a pas dit, tiens, nage jusqu'à... Vas-y. Saute mon fils. Voilà. Et voilà. Donc, si tu veux, c'est ça. Et il y a ce côté, ce qui était vrai à un moment ne l'est plus, et ainsi de suite. Et le lien, là, qu'on peut faire avec le profil 8, c'est aussi le besoin d'avoir de l'impact, en fait, il est lui-même impactant sans le savoir, le profil 8. Ce qui est moins ce que je disais au départ, moins le 1 et le 3, vu que le 1 et le 3 ne veulent pas trop froisser, ils font un peu dans le cadre. Et quand j'ai le 8, il est un peu hors cadre émotionnellement, c'est dans ce sens-là. D'ailleurs, il est très émotionnel. Le 8, il est très intuitif. Et il a de l'impact. Quand il parle, ses mots peuvent être durs, des fois un peu tranchants, bruts, il s'en aperçoit pas. Des fois, pas toujours, quand il parle, ça peut être difficilement entendable en face, des fois, parce que c'est trop, par une forme de violence, des fois, dans les mots qui peuvent être dits, ce qui n'est pas du tout le cas chez le 3 et le 1, tu vois, par exemple. Et ça, c'est important. Alors, lui-même a de l'impact, il est impactant, il a une forme... Souvent, je dis, de toute façon, le 8, on le voit parce que, de toute façon, ça se voit parce que dans son comportement, il y a un peu un truc de... package, quoi. Je suis comme ça, je prends de la place, je parle pas forcément fort, mais les mots que j'utilise, ils sont choisis, percutants, et du coup, ça a de l'impact. Et le 8 qui a travaillé sur lui, c'est assez chouette parce que c'est le 8 qui permet aux autres d'avoir de l'impact. Et donc, il réfléchit toujours à quel impact ont les choses
sur moi, l'impact, comme tu as du brassard, tu vois, on est là-dessus, mais comment aussi, quel est l'impact dans mes organisations de vie. Il y a vraiment cette question de je ne veux pas subir, parce que le 8, en fait, il a vraiment ce truc-là, qu'on peut, les 1 et les 3, c'est je ne veux pas subir, je veux agir. Et il y a vraiment ce mouvement-là qui est, tu le disais au début, là, dans l'événement clé de l'enfance, hein, c'est à un moment donné, j'ai eu l'impression que j'étais dans une situation où je ne pouvais pas agir. Du coup, souvent, quand on ne peut pas agir, ça veut dire, voilà, je l'ai subi. En tout cas, ça peut être ça. Ou des mots dérivés, mais je n'étais pas en pouvoir d'action. Et donc, je veux reprendre de l'action. Donc, comment je fais ? Je reprends du pouvoir. Donc, il y a vraiment cette question de pouvoir qu'on peut voir à plein d'endroits. Le pouvoir de prendre toutes les informations avant d'y aller. Tu vois, ça, on pourrait très bien, c'est un comportement de prendre plein d'infos. Les gens hyper stressés peuvent faire ça. Le mec qui veut faire tout bien, le 1 peut faire ça. Mais est-ce que c'est une façon pour moi d'avoir du pouvoir dans la situation ? Quand je me retrouve en face de la personne, et si je sais c'est quoi le nom de son chien, d'où elle vient, machin, c'est une forme de pouvoir aussi. Donc, il y a vraiment ce truc-là qui est très, très présent dans les fonctionnements du 8. Alors, tu vois, je marque, en fait, l'impact conscient et inconscient. Pour la petite histoire, il y a eu plusieurs occurrences où on m'a dit tu impressionnes les gens, et j'en étais pas conscient. Ah oui, la DRH, là. Alors, la DRH, à la rigueur, c'est moi qui me suis trop vendu avec trop de confiance, peut-être, mais même sur des connaissances communes, tu vois. Ouais. Ou périphériques, tu sais, des amis d'amis, ou des relations que tu croises comme ça, qui te disent ouais, putain, tu les as impressionnés. Je dis mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ah bah rien, t'as été toi. Et en fait, c'est terrible. Et j'utilise ce mot à dessein. Hein, c'est terrible parce qu'en fait, il y a quand même une partie de moi, et je reprends l'exemple du Startup Weekend. Quand j'ai arrêté le Startup Weekend, en gros, j'ai globalement rien dit à personne. J'ai mené mon dernier Startup Weekend et après je l'ai annoncé à l'équipe. Et j'ai fait ça parce que je voulais que l'équipe continue, parce que dans l'équipe il y avait 2-3 personnes qui pouvaient prendre le leadership et qui allaient très très bien le faire, parce qu'elles étaient prêtes, parce que moi j'avais plus rien à donner à l'événement, et parce que je voulais pas, tu sais, William s'en va, bravo, on fait un truc spécial. J'en avais pas envie. Parce qu'en fait, ça a enlevé la lumière. Et ça, c'est ça qui est terrible. C'est qu'à certains moments, je prends de la place. Ouais. Ça va mieux maintenant. Mais je prends de la place et je laisse pas les autres être. Et ça m'ennuie. Ça m'ennuie profondément parce que, y a un côté... faut laisser la place aux autres. C'est essentiel. On n'est pas là pour les éteindre. À la rigueur, on est là pour les faire briller. À côté de nous. Avec nous. Et ça, c'est un truc que j'ai encore à travailler. Je le sais, que je travaille, que ça fait longtemps que je le travaille. Et il y a grandes progressions. Parce qu'il y a des soirées, il y a des moments où j'étais le centre d'attention de la soirée, j'adorais ça. Et du coup, t'avais pas de discussion, t'avais pas d'échange. T'avais de la blague, t'avais de la vanne, t'avais William qui faisait l'idiot. Ce que j'adore, c'est pas le problème. J'adore être idiot. Jusqu'à ce que je me réveille le lendemain avec une gueule de bois intersidérale. Mais j'aime bien l'idée, tu vois. Mais du coup, tu casses la discussion et t'empêches la création de liens en faisant ça. Et là, on arrive sur un conflit de valeurs. Entre le comportement et la valeur. Tu vois. Ce que j'aime, c'est créer du lien aussi. J'aime l'idée d'avoir un groupe d'amis où tout peut se dire. Ouais. Comment tu fais pour que tout se dise si tu as un idiot au milieu qui prend toute la place? C'est ça le jeu maintenant. C'est intéressant. Et tu vois, c'est vraiment... on va sur le 8. Je sais pas, à partir de ce qu'on s'est dit là, j'ai l'impression que chaque fois on rebondit sur le 8. Est-ce que, par rapport à ce qui te parle, est-ce qu'on va un poil plus loin sur le 8 ou t'as encore des choses qui te questionnent sur les deux autres? Je regarde, parce qu'en fait, même dans mon écriture... Alors, je vais te lire mes notes. Ouais. C'est très simple. Je vais te lire mes notes, comme ça tu vas comprendre là où j'en suis dans ma tête. Quand je lis le profil 8, je vois ce que je pourrais dans une posture de dirigeant. Quand je pilote des projets, je le fais avec des personnes en qui j'ai confiance, ou je ne le fais pas.
notamment pour éviter le rapport de force combatif. Je vais adorer débattre, mais plus pour explorer que pour dominer. Enfin, je crois. Il est noté, le « enfin, je crois ». C'est vrai. Le profil 3 me parle aussi notamment par la peur de l'échec, mais surtout parce que je considère son synonyme, l'absence de réalisation. Ça, je t'en ai parlé au début. Et ouais. J'aurais toujours plus d'estime pour quelqu'un qui fait, même mal, que pour une personne qui ne réalise ni ne finalise rien. Et je raisonne aussi, en fait, le 3, ce qui m'interpelle, c'est les liens avec les autres profils et les réponses. Voilà, c'est pour ça que j'allais... Parce que tu vois, la procrastination ciblée et la prudence et la loyauté, ça joue. Mais par exemple, tu vois, le rythme, les actions pour mettre de la respiration, le rythme un peu plus lent, les trucs sans enjeu, devenir beaucoup plus honnête de manière globale, accueillir les émotions, tous ces trucs-là, participer à des projets sans être en position de leader, ce sont des choses que j'ai déjà faites et qui m'ont beaucoup appris. Ok. Et pour le profil 1, c'est la peur du 1. La peur de... Ouais, pas être à la hauteur. Pas être à la hauteur qui joue beaucoup. Alors, je sais pas si je suis perfectionniste, mais je vois toujours le perfectionnement possible. Ouais. Pour moi comme pour les autres, ce qui parfois posait problème. Et je me pose en partageur d'expérience pour ça aussi. Montrer une manière de fonctionner et la logique derrière pour avoir un impact positif sur les personnes concernées. Si tu regardes tout ce que je partage sur Internet, ce n'est que de regarder ça. C'est une manière de fonctionner, quelle pourrait être la vôtre, et ainsi de suite. J'essaie d'éviter les absolutismes, tu vois, genre, il faut faire comme ça. Et en résumé, alors du coup, je me suis amusé à résumer. Potentiellement, ce que je vois, c'est un leader qui cherche à être exemplaire tout en accompagnant les autres à aller vers le mieux. Et maintenant, débrouille-toi avec ses notes. Un leader qui veut être exemplaire tout en accompagnant les autres à faire pour le mieux. À aller vers le mieux. À aller vers le mieux. Ouais. En fait, c'est presque vers leur mieux. Leur mieux, oui. Ouais. Ça voudrait dire quoi de toi, tu vois, si tu n'y arrives pas. Enfin, tu vois, si... Ça dépend le pourquoi je n'y parviens pas. Ok. Parce qu'il y a plusieurs choses. Si je n'y parviens pas parce que je n'ai pas fait tout ce que je pouvais, c'est une chose. Mais si j'ai fait tout ce que je pouvais et qu'en fait, il y a le reste qui ne m'appartient pas, qui ne se réalise pas, tant pis. Il y a une partie qui n'est pas ma responsabilité. Ça m'a beaucoup aidé. Deuxième référence au stoïcisme. Il y a quand même une partie de la paix intérieure qui se trouve quand tu découvres ce qui est de ta responsabilité et ce qui ne l'est pas. Et quand je suis tombé sur ce truc-là, c'est dans les Pensées de Marc Aurèle. Pensées pour moi-même de Marc Aurèle, où il parle de ça. Il dit, en fait, il y a des choses qui t'appartiennent, qui sont de ta responsabilité. Et il y en a, c'est pas toi. Tes actions, elles t'appartiennent. Donc, partager un contenu, faire un podcast, accompagner quelqu'un, tu fais ça du mieux que tu peux. Et c'est OK. Et si en face, ça répond pas, c'est pas nécessairement de ta responsabilité. Ça m'aide beaucoup au quotidien. Okay. Et notamment dans cette idée de si ça marche pas. Si être exemplaire ne fonctionne pas, soit je l'ai pas été de la bonne manière, soit c'est qu'en face, en fait, la personne n'avait pas besoin de mon exemple. Ouais. Et c'est OK. Et le fait de paraître vulnérable, de paraître faible. Définis vulnérable et faible. Toi, ça fait quoi chez toi ? Alors, jusqu'à il y a quelques années, en fait, clairement, avant les maladies infantiles, parce que les maladies infantiles, quand tu es adulte et que tu te prends la gastro de la crèche. Je l'ai pas encore eu. Ton gamin, il s'en remet en 2 jours, globalement, ouais. Sauf exception, lui, en 2 jours, c'est réglé. Toi, tu mets 1 semaine. Donc, okay. Si tu veux, là, t'apprends à être vulnérable et à être faible. Parce que, en vrai, c'est le meilleur c'est la meilleure manière de rebondir, c'est d'accepter ça. Si tu t'entêtes, ça marche pas, quoi.
c'est pas possible. En fait, avant, quand j'avais pas d'enfant, j'étais malade, je continuais à bosser, je faisais de mon mieux, quitte à me doper, à aller voir mon médecin en disant je peux pas avoir un truc un peu costaud parce que j'ai une prestate demain, faut que je sois au top. Bon, mon médecin a globalement toujours refusé, je crois qu'elle est question d'éthique, mais à ce moment-là, c'était pas possible. Depuis que j'ai des enfants, que j'ai appris ce que c'était. On en parlait avant, moi mes enfants ils ont eu un rapport spécifique au sommeil qui fait que le manque de sommeil, la présence de germes, ça a beaucoup joué sur le fait d'apprendre qu'à un moment t'es flingué quoi. Et actuellement je fais du sport et c'est là où je trouve le plus ma vulnérabilité, ma faiblesse en fait. Et c'est limite là où je vais la chercher. Alors je suis vulnérable avec certaines personnes, clairement. Mais au quotidien, c'est vers là que ça se joue. C'est-à-dire, je fais du trail. Je suis aussi en train de préparer une épreuve de course sur route, mais c'est là où je vais aller chercher l'échec, la mise en défaut, le côté j'y arrive plus. C'est physiquement, on va dire. Ça doit, pour moi, mental aussi, j'imagine. Alors, du coup, le mental, je le travaille, notamment avec la PNL, mais c'est beaucoup de physique. Au niveau professionnel, je suis rarement vulnérable. Je suis souvent incompétent, et je l'admets ouvertement. La dernière fois, il y a quelqu'un qui est venu me voir, qui a commencé à me dire oui, parce que j'ai fait une décompensation. Je dis hop, fin du game. Je dis je touche pas. Je dis tant que j'ai pas une lettre d'un professionnel ou d'une professionnelle de santé mentale qui me dit que t'es prêt à être accompagné par quelqu'un qui n'est pas formé comme ça, on travaille pas ensemble. Ça, c'est fondamental chez moi. Je prends pas de choses où je sais que je vais pas avoir un impact positif garanti. Ok. Il y a de l'éthique, il y a de l'honnêteté intellectuelle, il y a aussi un profond respect pour les autres métiers de l'accompagnement. Qui fait qu'à un moment, je suis désolé, t'as mal aux dents, tu vas pas voir un cardiologue, tu vas voir un dentiste. C'est comme ça, point barre. Et professionnellement, quand je suis vulnérable, c'est sur des questions sur lesquelles, ma comptable, elle sait que je suis vulnérable. Parce que, en fait, je pite que dalle à l'administratif. Je n'ai pas envie de m'y intéresser. Quand je m'y intéresse, j'arrive à comprendre la logique, mais globalement, assez régulièrement, je lui envoie un mail en disant, voilà, j'ai 3 questions, 1, 2, 3. Et émotionnellement ? Parce que la vulnérabilité, on est aussi sur le côté émotionnel. Alors là, je t'avoue que je suis sur une discussion où j'ouvre quand même pas mal le capot. Là, maintenant. Ok, voilà. D'accord. J'ouvre le capot parce que je lis beaucoup d'expériences dont je parle facilement, mais je les lis à l'énéagramme, en fait. Et donc, du coup, ça nécessite de montrer certaines ficelles. Certaines coulisses. La vulnérabilité émotionnelle, je l'ai généralement avec ma femme, mes amis, mes enfants. Mes enfants m'ont déjà vu pleurer, m'ont déjà vu être triste, m'ont déjà vu en colère pour des choses qui ne leur appartenaient pas, où on a pu en parler. C'est intéressant que tu prennes cet exemple-là quand tu dis... Je te dis ce qui se passe dans la tête quand tu dis mes enfants m'ont déjà vu pleurer. Et vu qu'on parlait avant de l'espace d'accompagnement, du professionnel, en mode pro, t'as jamais pleuré ? En mode pro, alors attends, je regarde de loin, je cherche. Alors je me suis déjà, ça me fait rire, je me dis je pleure tellement, mon Dieu. Mais du coup, alors j'ai déjà été secoué par des clientes et des clients. 100%. Oui. Est-ce que tu leur as dit ? Ouais, alors je leur ai dit. Alors, bon, désolé, mais là ça devient une question entre accompagnants. En fait, mon plus gros frein à ce moment-là, ça a été que mon émotion ne teinte pas la leur. Ok, ouais. C'est délicat. Donc j'ai déjà dit, je suis remué par ce que tu viens de me dire. J'ai mis une étiquette. À l'intérieur, c'était un ouragan force 8, on est d'accord. Mais par contre, je l'ai mis comme ça. Oui, bien sûr. Pour pas dire, oulala, ce que t'as... Voilà.
Et pour le coup, ça m'est déjà arrivé de sortir d'une séance et de devoir aller, moi, me nettoyer. Oui, voilà. Littéralement, émotionnellement, et alors énergétiquement, je sais pas si c'est le bon terme, en tout cas, changer de dynamique interne. Je pleure pas professionnellement. Enfin... dit comme ça, c'est étrange. C'est une pleureuse. Non, mais dans les espaces, par exemple, tu vois, je sais pas, quand toi, tu fais une formation, peut-être tu te formes à quelque chose. Est-ce que quand tu es dans ces espaces-là, dans des formations pour toi, hein, pas quand toi, tu te donnes une formation, mais dans les tu vois, est-ce que dans ces espaces-là, tu t'autorises à y aller pleinement? Tu te dis, bah, je sais pas, je suis en formation avec possiblement des gens qui font le même boulot que moi. Tu vois, enfin, comment tu as l'accès à tes émotions? Parce que je vois bien que tu le dis dans ton clan, pour le coup, c'est accessible. Et hors de ton clan, est-ce que c'est OK pour toi, je sais pas, de pleurer devant un film, n'importe quoi, mais quel est ton accès à émotion? Pleurer devant un film, oui. Au cinéma, j'ai plus trop le temps d'y aller depuis que j'ai des gosses, clairement. Okay. Ou alors si j'y vais, je crois que la dernière fois, on est allé voir... Pas de patrouille. Si c'est pas de patrouille, c'est Super Mario, tu vois. Donc on est, on pleure pas trop sur Super Mario, tu vois. Il est très bien d'ailleurs, mais. En revanche, donc pleurer devant un film, oui. Pleurer. Alors j'ai pleuré à un concert au Hellfest. Non mais c'est vrai. En fait, il y avait un groupe que j'avais envie de voir depuis très très longtemps. Et j'avais réussi à être devant, donc c'était sur Dropkick Murphy. Donc on est sur du punk à base de cornemuse, tu vois. Ouais. Et ils ont commencé une chanson, c'est la première chanson que j'ai jamais entendue d'eux. Et ça m'a démarré, tu vois. Et là j'y retourne tranquille, tu vois. Et bizarrement, il y avait un autre groupe que j'avais très envie de voir qui était Foo Fighters. Ouais. Et là j'ai juste flotté sur tout le concert. J'étais là, j'étais un peu moins devant, mais j'étais très très dans la musique. Ouais. Et ça m'a bougé émotionnellement, mais comme c'était un concert qui était finalement assez doux, c'était pas du tout la même émotion. Alors que vraiment, je te jure que sur Foo Fighters, sur Dropkick, il y a un moment, j'étais devant, et j'étais, en plus, pour la petite histoire, je fais 70 kilos. Ouais. Ce qui est un désavantage à un concert de rock. Ce qui est vraiment ridicule et donc, du coup, j'ai trouvé deux platanes devant. Je me suis accroché à eux. Je leur ai dit, à partir de maintenant, on est super copains. Moi, c'est William. Ils étaient morts de rire. Et à un moment, il y en a un qui m'a dit, mais tu pleures? Je fais, ouais. Voilà. Il me dit, ouais, en même temps, je comprends. Et c'était réglé. Et voilà. Et sur ta question sur les formations, j'ai déjà été très vulnérable en formation. Ok. Notamment en formation d'hypnose. Ce qui n'est pas si surprenant que ça. Et en formation de PNL, j'ai sorti des sujets que je n'aborde pas. Généralement. Et qui ont été très bien encadrés, accueillis et tout ça. Donc, ce genre de formation, moi j'y vais. Mais par exemple, tu vois, j'ai fait une formation sur la gestion des émotions. Ouais. J'ai pas du tout raisonné avec. On était 6. Il y a une personne avec qui ça s'est bien. On s'entendait bien. On a eu de très belles discussions pendant, après. Et on est toujours en contact. Je me suis formé en 2019, tu vois, donc 5 ans plus tard. Mais par contre, les autres. Non, elles avaient. Je leur ai donné l'heure, quoi. Ouais. On a parlé des émotions, mais c'était clinique. Ouais. Parce que j'avais pas envie de partager ça avec elles. Ok. Sur la formation hypnose et tout ça, je me suis retrouvé à travailler sur des sujets et je vais te dire, même, tu vois, on a travaillé sur un sujet, sur un exercice. Donc là, pour la petite histoire, je sors mon portefeuille. Et donc, on a travaillé sur un exercice où à la fin, tu faisais un dessin instinctif, tu vois, il est toujours là. Et c'était en 2021. Ah ouais. Et le dessin a survécu à un passage, à plusieurs passages dans la flotte, parce que le portefeuille est parfois exposé aux éléments. Et je le garde. Et il est important pour moi de le garder. Et ça, je l'ai trouvé grâce à ces personnes-là, donc c'est cool. Donc voilà, la vulnérabilité, pas facile. Pas tous les jours. C'est pas évident, pas tous les jours. Et quand tu es en stress, parce que du coup, il y a le profil et il est lié, tu vois, à 2 autres profils. Le profil 8, quand il est en inconfort, en insécurité, en stress, il va s'isoler relationnellement. En fait, il coupe.
Si tu discutes avec ma femme, elle va te dire que quand je suis en colère, je me tais. Voilà. Ouais. Mais alors, parce que je suis conscient que si... donc moi, j'appelle ça les colères effusives. Tu vois, c'est vraiment, ça part. Et le problème des mots, c'est que quand tu les as lâchés, tu peux pas les récupérer, tu vois. Ouais. Et plutôt que d'être blessant, parce que effectivement, tu vois, je l'ai noté, le violence verbale. Alors, violence verbale qui peut être volontaire. J'ai déjà été violent verbalement, volontairement, avec des personnes que je considérais hors cadre. Ok. Alors ça, c'est intéressant ce que tu as dit. Et je l'assume, mais à 200%. Un 1 ne ferait jamais ça. Un 3 non plus. Et c'est encore, tu as l'importance de regard des autres, du cadre. Ouais. Toi, tu te positionnes, en fait. Même dans la violence. Quand tu trouves que c'est juste pour toi. Que c'est juste pour toi. Pour moi, ou que c'est injuste pour d'autres. Ou que c'est injuste pour d'autres, c'est ça. Parce que là, pour le coup, j'ai plusieurs exemples et assez régulièrement, c'est plutôt moi qui monte au front parce que alors voilà, on va le dire comme ça. C'est moi qui monte au front parce que je me sens capable d'encaisser sur des sujets où d'autres personnes ne peuvent pas. Utiliser ma force pour faire respecter ma justice et protéger mon clan. Oui. Elle m'a démarré cette phrase aussi. Hein, et par contre, effectivement, l'isolement relationnel et tout ça, quand je suis stressé, alors j'ai appris à composer avec, notamment en travaillant en équipe. J'ai bossé pendant des années sur un festival où j'étais technicien scène. Donc en gros, tu te retrouves avec Trio. J'ai bu des coups avec Trio, c'était rigolo. Avec Trio et ce genre de groupe, tu vois. Donc on n'est pas non plus sur le petit groupe du coin qui débarque. Donc tu as une dimension stress et tu as une dimension stress où en plus ta communication doit être très ajustée. Ouais. Parce qu'au sein de ton équipe, comme tout le monde est à peu près dans le même état, l'enjeu c'est que ton stress n'a pas de devenir celui des autres. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle la contagion émotionnelle. Ouais. Voilà. Qui est très fort, qui existe, qui est prouvé scientifiquement tout ce que tu veux, et que en gros, c'est pas, enfin, tu rends pas service au collectif en stressant tout le mécanisme. Sachant qu'en plus, j'avais deux, trois volcans autour de moi, j'en avais, voilà, et j'avais par contre le préfet qui était lui, par contre, très mollo, on respire, on y va. Et ça m'a beaucoup aidé d'apprendre ça, et donc d'isoler, de compartimenter un peu ça, donc d'avoir une gestion plus proche du 1 sur ça. Ouais. Mais par contre, à certains moments, d'utiliser un langage très impactant, très parfois violent, mais pour dire non, là on a un vrai problème, et maintenant c'est le moment où tout le monde doit s'en occuper. Et ça, par contre, voilà. Et du coup, effectivement, et là, c'était parfois pour le côté, on est un collectif, et en tant que collectif, on peut pas laisser passer ça. Là, je te prends l'exemple sur scène, tu vois. Et quand je regarde sur l'isolement relationnel, pour moi, s'isoler relationnellement ne veut pas nécessairement dire s'isoler complètement, se fermer du monde. Ça peut être isoler une partie de la relation. Ok. Alors, peut-être que ça, c'est un fonctionnement étrange, mais en gros, ça m'est déjà arrivé, notamment dans ce cadre-là, de faire des super soirées avec des gens, et le lendemain, d'avoir un problème avec la personne, et d'arriver à compartimenter, en fait, l'instant T, et d'isoler toute l'affection que j'avais pour la personne, pour dire, non, là, en fait, t'as pas rempli ta part, là. Là, t'as pas fait ta part. Du coup, on est tous dans l'embarras, pour pas dire autre chose. J'essaie de garder... Voilà. Et là, ça va pas. Et là, c'est toi qui as pas fait ce qu'il fallait. Et donc, maintenant, tu te prends par la main et tu gères. On va t'aider à gérer, mais tu démarres. Et ça, c'est très... tu disais tout à l'heure, souvent, les gens, quand ils vivent des injustices, des situations manque de respect, etc., ils y vont pas et ils me laissent aller parce qu'ils voient que moi, je peux encaisser, je peux y aller, je peux tenir. Oui, il y a vraiment ça, en fait, là. C'est un exemple de dire, moi, je peux être pote avec lui, mais le lendemain, en fait, j'y vais et je lui dis, il y a ça qui va pas, en fait. Oui, mais parce que je pars du principe que les deux ne sont pas mutuellement exclusifs. Ouais, j'entends. C'est-à-dire que y a
tout le monde, on a tous à un moment fait ce qu'il fallait pas. Ou pas fait ce qu'il fallait. Ce qui marche, les deux marchent. Et en fait, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas parce que t'as pas fait ce qu'il fallait que la situation, elle est foutue. Ouais. À la rigueur, ce qui est le vrai problème, c'est si t'as pas fait ce qu'il faut et qu'en plus, t'y vas pas pour résoudre la situation, ou qu'à minima, tu ne permets pas aux autres de la résoudre en étant activement bénéfique, même juste en passant, je te prends un exemple débile, en passant tes codes d'accès à un outil pour le boulot, ou, tu vois, là, pour moi, c'est pas bon. Là, on n'est pas au bon endroit. Si tu plantes un logiciel, tu vois, et que tu sais pas le réparer, ça arrive à tout le monde, c'est OK. Si tu fais une bêtise dans un CRM, moi ça m'était arrivé en stage, j'avais fait une bêtise dans le CRM. Et comme je savais sur quelle fiche CRM j'avais fait la bêtise, je suis allé voir la personne qui savait, je lui ai dit écoute, j'ai fait une bêtise, c'est là, est-ce que tu peux me montrer comment on fait ? T'as fait une bêtise, tu cherches à la réparer, tu vas voir une personne compétente, waouh, c'est réglé, quoi, tu vois. Par contre, si tu fais une bêtise et que tu essaies de la planquer sous le tapis alors qu'elle fait 8 mètres cubes, tu vois, ça va pas marcher. Ça, c'est du 3. Le 3, ça ment, ça met sous le tapis. Ouais. Ouais. Parce que son objectif, c'est la réussite. Du coup, ça, j'ai pas réussi, on ne dit pas. Mais tant que ça passe, on s'en fout, quoi. Le 1, il a besoin que le chemin soit très propre, dégagé et clear, quoi. Il y a vraiment ce truc-là. Et le 8, pour le coup, le 8, il n'est pas sur ces schémas-là. Il va le faire bien. Il va aller là où il est bon. Ça, c'est pas... Enfin, il va y aller souvent, d'ailleurs, en position de leader. Ça, c'est un peu le Ce que j'adore dans la position de leader, c'est que si tu te débrouilles bien... Ah oui. C'est les bonnes personnes qui font les bons actes. Bien sûr. Et ça, pour le coup, c'est le 8, il sait le faire. Il sait déléguer s'il est en confiance. Sinon, il ne délègue pas. Il maintient tout le pouvoir et il implose parce qu'en fait, c'est pas sa façon de... Enfin, c'est pas ça, fondamentalement, sa façon de fonctionner. D'ailleurs, c'est pour ça que quand il est en confort, le 8, il va dans le 2, donc le 2 qui est l'altruiste, qui est totalement, justement, le profil qui est lié aux autres. Et donc, il pourrait être dans l'empathie, de la douceur, de la générosité, ce que moi j'appelle générosité. Mais le 2, c'est Mère Teresa. Et du coup, on prend la force, je prends l'image de Mère Teresa, on prend la force d'un leader, l'impact, et en fait, avec, à côté, petite personne à côté, la petite Gemini Cricket, Mère Teresa. Donc, au lieu de prendre ma puissance et de la mettre pour détruire, parce que je peux très bien détruire avec la puissance que j'ai en moi, en fait, je préfère la donner. Et pour pouvoir justement propulser les autres à être dans l'impact pour eux, dans l'agir pour eux, pour plus subir leur vie là qu'ils détestent, ou pour plus subir cette situation, ou parce que ça me vénère. Du coup, je recentre et je le mets au service de l'autre. Voilà, il y a vraiment ce mouvement-là que je trouve qui est assez présent chez toi, aussi quand tu l'expliques, parce qu'on sent que c'est pas la bonne façon de faire, c'est celle-là. Du coup, il faut qu'il fasse ça. Ça, c'est du 1. La bonne façon, le côté du 3 de je poussais les gens dans la réussite, c'est un peu genre dans la réussite instagrammable, tu vois, un peu ce truc-là qui peut ne pas être vraiment vrai. Toi, j'ai plutôt la sensation de moi, j'ai de l'impact, je sais agir sur les choses. Pour moi, la vie, en fait, c'est une question de choix, ce que tu dis, hein. Ça fait grincer des dents. Et je pense qu'à part un 8, je vois pas quel profil pourrait dire ça. Donc, il y a vraiment ce côté-là de la vie, c'est des choix. En fait, soit tu te bouges et tu as une vie qui te ressemble et dans laquelle tu es bien parce que tu as fait ce qu'il fallait pour être bien. Et le être bien, c'est toi qui le définis, en fait. Donc, il n'y a pas un être bien, absolument. C'est quelque chose qui te correspond à toi. Soit tu passes toute ta vie à subir, mais en fait, si tu ne te bouges pas, c'est tant pis pour toi, quoi. Alors, il y a... deux choses. Alors, je rebondis sur le si tu ne bouges pas, c'est tant pis pour toi. Je me suis épuisé, étant ado et jeune adulte, à inciter des copains, des copines à bouger, alors que le fruit n'était pas mûr. Ouais. Donc, au bout d'un moment, tu t'aperçois que c'est un investissement à perte, donc tu le fais plus. Ça, c'est le premier truc. Je maintiens, à l'heure actuelle, qu'il y a des personnes qui sont pas accompagnables et que c'est OK et qu'un jour elles le deviendront. Je l'espère pour elles. Et que, en fait, moi, j'en ai rien à faire de ces personnes-là. Mon job, c'est pas d'accompagner tout le monde. Mon job, c'est d'accompagner ceux qui sont prêts à l'être.
Et si c'est pas moi qui les accompagne, attention, si c'est pas moi, à ce moment-là, mon rôle, c'est de leur dire, contacte machin, contacte bidule. Oui. Parce que ça le fait aussi comme ça. Ouais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur cette histoire de choix. J'ai longtemps été paralysé vis-à-vis de faire des choix, notamment parce que l'abondance de choix nuit au choix, en un sens, jusqu'au moment où je me suis où j'ai changé. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais choisir, c'est renoncer. » Non. Choisir, c'est préférer. Ah, c'est joli. Ouais. Quand tu es au resto et que tu hésites entre deux desserts... C'est très joli, c'est vrai. Entre, typiquement, un tiramisu et une crème brûlée. Tu préfères. Qu'est-ce que tu préfères ? Ouais. Et là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que tu as envie de choisir ? Là. Ce choix-là ne va pas déterminer ta vie, que tu aies pris un tiramisu ou une crème brûlée. Qu'est-ce que tu préfères ? Et qu'est-ce que tu préfères pour ta vie ? Qu'est-ce que tu préfères ? Est-ce que tu préfères, et alors, sans rentrer dans un vieux sketch, est-ce que tu préfères 2 bras de 9 mètres ou 20 canards qui te suivent ? C'est, est-ce que tu préfères effectivement avoir une période d'inconfort parce que tu réajustes au hasard ta manière de travailler, mais où derrière, tu vas nourrir d'autres valeurs qui ne sont pas nécessairement professionnelles, des valeurs autour de ta vie de famille, de ta vie spirituelle, de ta vie artistique, peu importe. Donc, est-ce que tu préfères cet inconfort momentané qui va quand même te permettre de nourrir ça, ou est-ce que tu préfères un statu quo, sachant que à un moment, tu vas peut-être avoir cette envie qui va devenir beaucoup plus forte et beaucoup plus présente chez toi. Les deux sont bons, les deux sont OK. Ouais, c'est clair. Et là, d'un coup, tu vois, le choix, c'est pas il faut choisir de se bouger, c'est est-ce que tu préfères te bouger ou est-ce que tu préfères voir un pote ? Ouais. C'est le choix que j'ai fait dimanche. Alors, mon coach en course à pied a râlé parce que j'ai pas fait une séance spécifique que je devais faire, mais j'avais un pote qui arrivait à la maison. Un pote, quoi. J'ai préféré voir mon pote qu'aller là, typiquement aussi, tu vois, là-dessus, le 3, il va suivre, il va pas voir le pote. Alors, j'étais à 2 doigts. Hein. Ouais. Il y a quand même un moment où ma femme m'a dit, tu es conscient que là, ça rentre pas dans l'agenda. Ouais. Toi qui pars 45 minutes courir, allez, 1 heure douche comprise, et le pote qui arrive dans 30 minutes, c'est pas compatible. Je fais, ah ouais. Bon, je vois le pote. Voilà, ça, typiquement, j'ai quand même de temps en temps besoin... Tu vois, on parlait d'angle mort. J'étais typiquement... Tu pensais que tu pouvais tout faire. Bah ouais. Non, mais j'étais vraiment à la croisée des chemins. J'y vais pas, et à la fin, je me dis, mais ça rentre pas. Ouais, allez hop, je le pote. Je sais pas ce que c'est son type à ma femme. Faudra que je lui file ton livret. Tu lui fais lire. Et toi, du coup, là, si on arrive à la fin du podcast, comment tu... Ouais, parce qu'on pourrait discuter longtemps. Je viens de voir l'heure. Ouais. Hein. Je suis désolé. Non, t'excuses pas, tu rigoles. Au contraire. Mais du coup, là, sur lequel tu te sens le plus, sur lequel tu pourrais te reconnaître, et ça a fait plus écho que les autres. Donc, en fait, si je réfléchis en termes d'astrologie, je pense que je suis 8, ascendant 1. Ça n'existe pas. Mais, non, mais clairement, le profil 8 est là. Ouais. Et je maintiens cette résonance avec le 1 et le 3, et notamment, comme je te dis, ce qui m'a beaucoup perturbé, c'est que tant les actions pour mettre de la respiration du 8, conscience de l'impact, tout ça, réfléchir avant d'agir, ça m'aide pas mal. Mais voilà, ça... Observer la place que vous prenez. Ça aussi. Mais, accepter de recevoir et de demander de l'aide. Faites attention aux envies des autres. Ça, en fait, c'est intégré. Tu vois, typiquement. Alors, ça. Sur certains points, mais globalement, je fais très attention. Je parle du sport parce qu'en ce moment, c'est quand même mon loisir principal. Je fais gaffe à ce que le sport, spécifiquement le week-end, parce qu'en semaine, j'organise mes journées comme je veux. Donc, généralement, je vais courir quand ça n'impacte que mon agenda. Tu vois. Mais le week-end, c'est pas possible. Donc là, à certains moments, on s'assoit et on planifie mes moments de course.
Ouais, c'est intéressant de voir qu'en fait, possiblement, tu disais le 8, c'est la base, il y a quelque chose qui est là, et après, je sens qu'il y a le 3 sur l'échec qui est tant entre l'échec et la vulnérabilité. Quand j'échoue, je suis vulnérable. Donc, il y a aussi ce lien-là qui est intéressant. Il faut aussi que toi, tu dis ça, c'est intégré. C'est intéressant parce que dans le vocabulaire de l'énéagramme, on parle d'intégration et de désintégration. J'aime pas le désintégration, donc j'utilise très peu ce vocabulaire. Mais en fait, je trouve que on voit chez toi quelque chose, et je pense que ça peut même donner de l'espoir s'il y a des 8 qui écoutent, mais que le 8, quand il est intégré, quand il a choisi de bosser sur lui, sur son impact, sur la place qu'il a, sur sa vulnérabilité aussi, il le met vraiment au service de l'autre. Et là, on voit même, bah oui, je regarde mon impact et on fait l'agenda. On voit ça et on fait ça. Et oui, en même temps, je prends soin de l'équipe, je prends sur moi pour pas avoir un impact justement trop fort. Donc, on voit que tout ça, tu l'as déjà bossé. Et du coup, c'est assez chouette aussi à voir et à entendre. Tu sais que c'est là, mais tu le travailles. Ouais, mais modulo, tu vois, typiquement, l'impact, je pense au sport du week-end. Ouais. Le fait est que parfois, dans ma tête, c'est tellement inclus que j'adapterai l'horaire que l'autre jour, je dis samedi matin, je vais courir. Et ma femme me dit, mais moi, quand est-ce que je vais courir? Je dis, toi aussi, tu cours samedi matin. Elle me dit, ah bon? Je dis, oui. Faut juste qu'on se mette d'accord sur qui va à quelle heure. En fait, pour elle, le fait que je dise ça, c'était toi, tu te débrouilles. Et non, en fait, pour moi, c'est de toute façon, évidemment, que ton besoin va être respecté, traité et accepté et tout ça. Et pourquoi je te dis que le 3 me parle beaucoup, c'est parce que toutes les actions du 3... que tu disais, c'était des actions que tu avais... Que j'ai trouvées excessivement rentables. Accueillir, parler des émotions. Moi, la colère, en fait, quand j'ai travaillé sur la colère avec un coach, il m'a dit... La colère, c'est ton émotion parapluie. C'est-à-dire, c'est celle à laquelle tu as le plus facilement accès, et c'est celle qui va masquer, par exemple, ta peur, bien sûr, qui va masquer ta tristesse et tout ça. Bien sûr. Prenez du temps seul sans rien faire pour vous, mais pour faire pour l'autre. Typiquement, j'adore ce que j'aime faire de temps en temps, c'est je finis un peu plus tôt. Si tu m'écoutes, t'as l'impression que je travaille jamais, mais je finis un peu plus tôt. Et je fais à bouffer pour la famille. Donc comme ça, quand on rentre, on a rien. Les courses sont faites, la bouffe est faite, la lessive est programmée. Et ça, typiquement, tu vois, c'est des actions. Et c'est ça qui est difficile dans l'énéagramme, c'est pas de tomber dans le comportement. C'est ça. Parce qu'en fait, un 8 peut très bien faire ça, comme accepter et parler de ses émotions. Là, on est sur la vulnérabilité, donc on est aussi sur la même chose. Et le prendre soin. Le 8 qui prend soin de sa famille, de son clan, tu vois, typiquement, là, on peut le voir aussi là-dessus. Et donc, on est vraiment sur les... Et limite, ça me masse. Tu sais, ça me détend de faire des trucs comme ça. Et alors, faire des trucs sans objectif et en jeu, oui. Parler de vos vulnérabilités. Alors, développer votre honnêteté, ça, pour moi, c'est à double tranchant. Et ça, c'est développer l'honnêteté. Parfois peut-être un peu trop. Selon à qui tu demandes. Et tu vois, ça, c'est du 8, typiquement. Voilà. Tu vois, le 8, l'action, c'est plutôt réduisez votre intensité de vocabulaire émotionnel. Tu vois, on pourrait le dire comme ça. C'est-à-dire, utilise des mots plus simples, plus apaisants. Et participer à des projets sans être en position leader, je l'ai déjà fait et j'ai tellement appris en faisant ça. Et j'ai notamment appris sur ce que je voulais, moi. En tant que leader. Et bon... Je sais pas si j'y suis parvenu en tant que leader. Ça... Mais il faudra peut-être que je me remette à faire des gros projets d'équipe sur le long terme. Voilà. Et souvent, les actions, quand on les voit, on peut se dire, elles sont inconfortables. Tu vois, moi, je vois des 3, ils n'arrivent pas à faire des choses sans objectif. C'est impossible. Impossible. Parce que c'est du moment, en fait, il faut qu'il y ait un objectif pour que ça soit fait. On est vraiment dans le faire plutôt que dans l'être. Tu vois, si on veut donner un pendant, être et faire. Et en même temps, le 8 est dans l'être d'abord pour faire après. Alors que le 3, il fait, et après, par rapport à ce qu'il fait, il dit qui il est. Et donc, du coup, quand tu lui enlèves son faire, il n'est plus rien, en fait. Et donc, c'est des gens qui ont vraiment du mal à avoir accès à qui ils sont sans faire des choses. Alors que le 8, c'est vraiment, je sais qui je suis, je sais là où je suis, je vois ce qui est mon moteur, là, un peu, ce qui me révolte, ce que j'ai envie de changer, l'impact que j'ai envie d'avoir. Et maintenant, j'y vais.
Juste, j'y vais trop vite, j'y vais trop fort, j'y vais trop haut. Ça, c'est du 8. Et du coup, il doit faire... Mais il a vraiment... Ça passe par l'être. Et je trouve que ça donne... Moi qui suis très sensible à l'authenticité, en tant que 6, j'ai besoin de savoir qui j'ai en face de moi. Et en fait, le 3, il y a... Et désolé pour le 3 qui écoute, mais du coup, c'est aussi... c'est ça, en fait, que vous devez travailler. Il y a quelque chose qui sonne faux chez le 3. Parce qu'en fait, il est dans le faire pour faire. Il n'est pas ancré, il n'est pas centré, il n'est pas aligné dans les mots d'accompagnement. Mais toi, il y a quelque chose comme ça. Alors que le 8, c'est un ancrage, c'est un arbre, tu vois. Il y a un truc, tu sais la direction qu'il a, il sait où il va. Et donc, il y a ce truc qui est très rassurant. Et c'est pour ça qu'on le met en position très vite de leader, parce qu'il rassure l'équipe. On part à la guerre. Moi, je pars à la guerre avec un 8. Avec un 3, jamais de la vie, je pars à la guerre. Il y a vraiment ce truc-là, tu vois, qui est très différent entre les deux. Mais il y a des similarités parce qu'ils sont dans le faire aussi, les deux. Mais pas dans le même sens. Alors, il y a plusieurs trucs. Là. Et après, on conclura parce que vraiment... Oui, on va y arriver. Ça va. Pour le 3, ce qui est rigolo, tu vois, je pense à différents trucs. En gros, pour moi, le 3, c'est tu sais que cette personne t'a dit quelque chose qui est a priori vrai, mais tu ne sais pas à quel degré, tu ne sais pas ce qu'elle ne t'a pas dit. Ouais. J'ai bon ? Ouais, je vois bien, okay. ça fait ça, ouais. Donc il y a un côté Littlefinger, en fait, si on parle Game of Thrones. Ouais, c'est ça. Voilà. Et alors, du coup, ma question, c'est... Je déteste. Mais tout le monde, mais il est fait pour détester ce bonhomme. Ah, j'adore. Mais est-ce que donner... Alors, faire les choses sans objectif pour un 3, c'est pas possible. Mais si on lui donne un objectif de manière de faire. Ça peut. Ouais, ça peut. Pas de résultat, mais une manière de faire. Non, il va quand même faire attention aux résultats. Hein. Ouais. Ouais. Et Oui, non. J'ai des exemples en tête, mais non. Ouais. Et mince, j'ai perdu le deuxième truc, mais c'est pas grave, on va conclure, parce qu'il y a un moment, il faut. Merci, c'était trop bien. Je découvre des choses. C'est bien de découvrir des trucs. Tu découvres des choses. Alors, je sens que ça va être encore en réflexion, tu vois, sur le 8, le 3 et sur ce qu'on s'est dit. Et en même temps, c'est intéressant parce que dans tous les autres épisodes, c'était très tranché. Genre, oui, je suis ça, oui, je suis ça. Et ça reflète aussi la réalité. En fait, qui est que des fois, on a la sensation, comme là, du oui, j'ai une base 8, et en même temps, il y en a un autre qui me fait de l'œil, quoi. Donc, c'est intéressant, sûrement que ça demande à la fois, parce que toi, tu as déjà cheminé, et que du coup, d'aller creuser l'origine, et que ça fait pas, entre la peur de l'échec et la peur de la vulnérabilité, quelle est celle qui est le plus agissant chez toi. Et du coup, il y a ça qui est aussi représentatif que des fois, c'est pas le « waouh, je suis sûre que c'est ça ». Donc ça... Ouais. En même temps, t'as dit au début que t'aimais pas être dans des cases, alors... C'est vrai. Mais clairement... En fait, si tu veux, je pense qu'il y a deux choses. Et je pense que ça... Je vais essayer d'être le plus clair possible. Il y a ce qu'on est authentiquement. Ouais. Et ce qu'on pourrait être si on se lâche, si on oubliait certaines valeurs, certaines éthiques et tout ça. Et tu vois, typiquement, pour la petite histoire, moi j'ai beaucoup formé à la prise de parole publique. Okay. J'ai arrêté drastiquement, diminué drastiquement, puis quasiment arrêté. Et je ne travaille plus qu'avec des personnes qui vont avoir un impact positif sur le monde. Donc, c'est-à-dire que je ne fais plus de prise de parole en public pour des startups qui veulent faire un énième objet inutile. Je travaille qu'avec des startups de l'environnement sur la prise de parole en public, par exemple. Ça, c'est du 8, hein. Voilà. Je choisis l'impact. Je sais à qui je donne une arme, en fait. Ouais. Et, le vocabulaire, je sais à qui je donne une arme. Parce que c'est une arme de persuasion. Ouais, et c'est ça, en fait, la prise de parole. Et c'est pas le sujet. Et par contre, je sais qu'il y a un moment, quand je démarrais mon entreprise, que j'étais pas certain de mon chiffre d'affaires et tout ça. Ouais. Où je me suis dit, je ne questionne pas ça. Et tout ce que tu décris sur le 3, le côté oui, en fait c'est non, et ainsi de suite, c'était là. Et c'est ça en fait qui est vachement intéressant. C'est parce que du coup, ça veut quand même dire qu'au milieu de tout ça,
il y a la notion d'éthique personnelle, il y a la notion de valeur, d'écosystème de valeurs qui te garde, te préserve. Bien sûr. Tu vois, et je trouve ça trop bien en fait. Et souvent, je dis, c'est intéressant de penser à soi, à l'adolescence, quand on n'a pas été justement dans le premier job, le premier achat, qui nous amène des fois à nous adapter, à avoir justement dans des comportements qui ne sont pas vraiment nous-mêmes, et à nous reconnecter à notre nous-mêmes un peu plus brut, souvent à l'adolescence, parce qu'il est là. Et moi, j'ai des personnes, des fois j'accompagne des personnes, je me souviens là, je suis émue de penser à elle, une personne qui est profil 7 et son moteur c'est le plaisir, et elle se rend compte qu'en fait à partir du moment où elle a travaillé, juste en fait sa vie n'était que contrainte, et que la place de la spontanéité et du plaisir était zéro dans sa vie, alors que c'est sa base fondamentale. Et quand elle a su ça, elle m'a dit mais en fait c'est pour ça que j'étais si malheureuse. Oui, il y avait une petite voix chez toi qui te disait que c'était pas au bon endroit, quoi. et donc, ça permet aussi de voir ça. Je trouve que c'est ce que tu dis, hein. Oui, bien sûr, on peut avoir des comportements totalement adaptés et qui sont là, ancrés, qui sont transmis peut-être même dans nos familles, dans notre culture, peu importe, mais on a ça. Et en même temps, on a notre fondamental qu'il faut écouter à un moment donné, parce que sinon, de toute façon, elle va ressortir, hein. Donc, possiblement, toi, ta fondamentale, c'est le 8. Et le côté adapté que tu disais quand tu lançais ta boîte, c'était il y avait autre chose, un côté quoi. très pragmatique, quoi. Ouais. Mais du coup, en fait, alors... Une chose, pas deux. Parce que là, vraiment, c'est compléture. Tu vas galérer pour le montage. Le montage va être horrible. Comment vais-je faire? Alors, en design humain, on parle de soi et de non-soi. Ouais. Je sais pas si t'as déjà creusé. Un petit peu, voilà. ouais. Bon, en gros, soi, c'est ta manière d'être par défaut, et le non-soi, c'est quand tu vas à l'encontre de cette manière d'être. C'est exactement, c'est ça. En fait, ce que je retrouve là, c'est-à-dire que, à la rigueur, mon moi naturel, c'est le 8. Ouais. Et à un moment, si je dois être terriblement pragmatique, je vais sortir ma casquette de 3. Ouais. Je vais limite me déguiser en 3 pour y aller. Ouais. Et ça, en fait, c'est super intéressant parce que, j'adorerais que tu creuses cette question avec d'autres personnes pour voir si ça arrive, s'il n'y a pas que moi, en quelque sorte. Donc, si ça vous arrive, dites-le. Voilà, merci, je me sentirai moins seul. Et ensuite, parler de l'adolescence, il y en a eu deux du coup. Ce qui me caractérisait le plus à l'adolescence, c'est « venez avec moi, on y va ». Où ça ? J'en sais rien, on y va. Ah ouais, ça c'est du 8. Bon voilà. Voilà, tout ça pour ça. Tout ça pour ça, voilà. 2 heures d'épisode pour tout ça pour ça, comme quoi c'est intéressant. Ouais. Non mais merci beaucoup pour l'échange. En plus, vu qu'on aime bien discuter, évidemment, je savais que ça allait être plus long et qu'on a rarement l'occasion. Quelle idée de mettre des micros et tout ça. Voilà, ça témoigne aussi que ça sera intéressant de rééchanger sans micro, et comme ça on aura plus de temps. Merci à toi pour ton temps, pour la vulnérabilité. Du coup, tu disais que tu soulevais le capot, il y avait une image comme ça. Donc, merci pour ça, pour la confiance. Pour une 6, c'est très important. Donc, vraiment, merci. Avec plaisir. Et pour le coup, merci à vous d'avoir écouté. Je ne sais pas combien de temps il va durer cet épisode, mais du coup, merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Évidemment, là, encore une fois, ça le montre, connaître son profil, c'est bien, mais ça sert des fois un peu à rien, dans le sens, si on ne le met pas au travail, évidemment, savoir qu'on a un 8, ça va pas trop vous aider si vous comptez pas être dans l'action, la transformation après, de quelle est la part, comme tu disais, toi, tu as bien montré que tu savais que tu avais mis en place des actions pour pouvoir... rééquilibrer, pas être dans ta part d'ombre, dans tes angles morts, voilà. Le profil Enneagramme, c'est pas une case, c'est surtout pas une excuse. Donc l'idée, c'est ok, le premier pas, je trouve mon profil, le deuxième, j'apprends à marcher avec. Si vous avez aimé l'épisode ou plus largement le podcast et que vous voulez soutenir le travail et soutenir aussi le temps des personnes qui viennent derrière le micro et les heures de montage pour cet épisode, n'hésitez pas à le suivre, notamment sur Spotify et YouTube, qui sont les plateformes du coup qui propulsent le plus le podcast. Et si vous voulez en savoir plus sur du contenu ou alors sur l'accompagnement que je peux proposer pour vous aider à trouver votre profil Enneagramme et, vous l'avez compris, à le travailler, vous pouvez me trouver directement en tapant Camille Ganet sur Google ou alors Camille-Enneagramme sur Instagram. Merci beaucoup et à très vite.